Alors, bonjour, bienvenue dans ma chaîne aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de vous accueillir. Mon nom, c'est Gisèle. Alors, pour ceux qui viennent me découvrir, ben voilà, comme je le dis toujours, abonnez-vous. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, restez jusqu'à la fin pour participer à la discussion. Partagez ma vidéo. Non, ça ne coûte rien, hein, c'est gratuit. Vous envoyez juste, vous cliquez sur le petit bouton partager et puis c'est parti. Et vous likez la vidéo. Faites-moi des commentaires aussi. C'est ça qui fait avancer la chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'événement qui s'est produit aux États-Unis hier, ok, le 24 mai. Une fois de plus parce qu'aux États-Unis, ce commun, c'est devenu comme une routine et c'est épouvantable de penser que dans un pays aussi riche, un pays aussi développé, un pays qui se dit être la première puissance du monde, il y a autant de barbarie, autant de gestes barbares au sein d'un pays. Le président de ce pays, qui est Joe Biden, qui joue au fort, au plus fort, il s'en va s'immiscer dans dans les problèmes des autres pays. Ils vont déloger des présidents dans différents pays. Et dans leur propre pays, dans son propre pays, il n'est pas capable de gérer un problème crucial. Un problème crucial aux États-Unis, c'est-à-dire le port d'armes, c'est-à-dire l'utilisation des armes à feu, partout et partout et partout. Hier, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Un jeune de 18 ans, donc c'était dans la région de, laissez-moi regarder le nom de cette ville-là, de Uvalde. Uvalde, ok, c'est une région du Texas et ce n'est pas loin, c'est avec la frontière, c'est dans un état qui est proche de San Antonio, qui est pas loin de la frontière mexicaine. Donc dans cette région-là, il y a beaucoup de Mexicains. Et même cet enfant, je vois son nom aussi, ça fait penser à un Mexicain. Ce jeune de 18 ans, il vient à peine d'avoir 18 ans, ok? Il allait s'offrir une arme de haut calibre comme cadeau d'anniversaire et il allait commettre l'irréparable. L'irréparable, c'est que le jeune de 18 ans, à peine 18 ans, vous savez qu'aux États-Unis et dans cette région du Texas, par exemple, à 18 ans, tu peux aller t'offrir, t'acheter toutes les armes que tu veux. Mais tu ne peux pas boire l'alcool. Il faut attendre 21 ans pour boire l'alcool. Dis-moi un peu où se situe le non-sens dans ça. Okay? C'est pour vous dire à quel point ce pays-là accorde de l'importance aux armes à feu. Alors, donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le jeune homme, donc, de 18 ans, il a d'abord commencé par tuer sa grand-mère. Il est allé tuer sa grand-mère. Il a tiré sur sa grand-mère. On ne sait pas si sa grand-mère est morte parce que sa grand-mère, hier, on disait qu'on a amené sa grand-mère à l'hôpital. Elle était donc aux soins intensifs à l'hôpital. Donc, il a commencé sa tuerie par sa grand-mère, sa propre grand-mère. Sa grand-mère qui s'est occupée de lui. OK? Et j'écoute aussi qu'il aurait fait des échanges sur Instagram avec une autre fille, aux États-Unis toujours, où il donnait des signes qui laissait croire qu'il avait l'intention de commettre un geste. Ça, c'est ce qu'on a trouvé par après que l'événement se soit passé. Donc, je vais d'abord vous situer dans la ville de Uvalde qui est à 16 000, c'est une ville qui a 16 000 habitants. Okay? Et c'est situé à peu près à environ 140 km de l'ouest de San Antonio, que je vous ai dit, dans la frontière mexicaine. Et cette école, parce que le jeune garçon s'est donc dirigé vers une école primaire où il n'y a que des enfants. Okay? Et la majorité des élèves dans cette école, ce sont des enfants, comme je vous ai dit, d'origine hispanique, parce que c'est vraiment la frontière avec le Mexique. Donc la plupart, et ce sont des familles qui sont modestes, des familles pauvres. Donc ce n'est pas une école qui était située dans un quartier riche. Okay. Donc, il est rentré dans sa pick-up, parce que le jeune avait sa pick-up à 18 ans, et il a garé sa pick-up dans un fossé. Il a garé sa pick-up dans un fossé, donc un peu caché, et il est descendu, il s'est rendu donc à l'école, avec ses armes, il était chargé avec les fusils et avec des recharges. Il avait il avait prévu son coup, quoi. Alors, il se dirige donc vers l'école. Il est allé de classe en classe et il tirait sur les enfants. De classe en classe, c'était les enfants entre 7 ans et 10 ans.
Ok? Donc, il tirait sur les enfants. Il a tué les enfants comme ça. Il a tué jusqu'à 19 enfants. 19 enfants. Imaginez la douleur des parents. Imaginez-vous à la maison. Vous allez laisser vos enfants à l'école. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que on vienne vous dire qu'un fou furieux est rentré dans l'école et a tiré et a tué votre enfant. Vous ne pouvez pas vous imaginer que la dernière fois que vous avez vu votre enfant, c'est quand vous avez laissé à l'entrée de l'école. Imaginez ça. Juste pour ça, vraiment, je vous demande qu'on prenne quelques minutes de silence, 1 minute de silence, pour compatir avec les parents, à la douleur des parents qui sont en train de traverser ce moment difficile. Gardons 1 minute de silence, s'il vous plaît. Quelques minutes, même si c'est quelques secondes, gardons ce quelques secondes juste en pensée pour ces parents-là. Je vais garder quelques secondes parce que 1 minute, ça peut être très long en vidéo. Merci pour ceux qui ont gardé cette minute de silence. Donc, quand il allait il a tué des classes en classe, il allait dans chaque classe, il tirait sur les enfants qu'il voyait, il allait dans chaque classe, il tirait sur les enfants jusqu'à 19 et il a tué 2 enseignants. 2 enseignants. Et là, c'est pas la première fois, hein, c'est pas la première fois qu'il y a des tueries. Actuellement, aux États-Unis, on est au mois de mai, on dirait même qu'il y a autant, il y a même encore plus de tueries que de jours de l'année. Je peux vous dire. Il y a plus de gens morts par tuerie de masse aux États-Unis actuellement, même que le nombre de jours qu'on a déjà fait jusqu'à aujourd'hui aux États-Unis. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est une question de... Nous posons-nous la question, parce que Joe Biden et tous les autres présidents américains, ils vont toujours jouer au fort dans d'autres pays, ok? Ils vont toujours aller à l'extérieur, envoyer des armes, montrer qu'ils sont forts, ils sont ceci, ils sont cela, et il est incapable de gérer la situation. Quand moi je l'entendais hier faire son discours pitoyable, je me dis, wow, est-ce que ça c'est le président qui se joue, qui dit qu'il va déloger je ne sais pas qui, ils sont allés en Irak, ils ont tué Saddam Hussein, ils sont en train de faire la guerre aussi contre le président russe. Ils sont en train d'aller en Afrique, ils sont allés en Afrique faire beaucoup d'autres dégâts. Et je me dis, est-ce que ça c'est le président qui se dit fort, qui dit, écoutez, moi j'ai même pris, hein, je l'écoutais parler, il a dit, as a nation, we have to ask, when in God's name are we going to stand up to the gun lobby? Il dit, comme président des États-Unis, je me demande quand est-ce qu'on va pouvoir se mettre debout pour lutter contre les lobbyistes des armes à feu. C'est un président qui dit, mais tu es le président, tu ne peux pas jouer au fort dans ton pays et trouver des moyens pour contrer ces lobbyistes. Donc on dirait qu'il est président, mais il n'est pas président, il ne gouverne même pas dans son propre pays. Ce sont les lobbyistes qui dirigent. Ce sont eux qui tiennent le pays en main. Les lobbyistes disent, nous, les armes, tant que nous ouvrons, les armes seront toujours là. Et le président se dit, oh, je me dis seulement comment est-ce qu'on va faire pour les battre. Mais trouve les mêmes solutions que tu as trouvé les solutions pour envoyer les armes en Ukraine. Trouve ces solutions pour pouvoir régler ce problème aux États-Unis. Parce que c'est un vrai fléau aux États-Unis. Ce n'est pas normal que dans le pays, la plus grande puissance au monde, comme on le dit, que dans ce pays, même dans cet État-là, dans ce pays, les enfants, personne n'est en sécurité. Il n'y a pas de sécurité aux États-Unis. Il n'y a pas de sécurité. Il n'y a pas de sécurité. C'est pas seulement une histoire de noirs comme on le montre. Parce que la tuerie, ça touche tout le monde. La tuerie, ça touche des blancs comme les noirs. Il suffit qu'un détraqué, il prenne son arme, il vient n'importe où, il tire. Il s'en fout, il tire. Le président des États-Unis doit être capable de prendre des mesures. Il doit être capable de dire dans son pays, mais voilà, je suis le président des États-Unis, voilà, mettez-vous avec moi pour qu'on règle. C'est pas seulement facile d'aller dans d'autres pays jouer au fort. Pour commencer à être fort dans un autre pays, gère ton propre problème, gère les situations, mets ta population en sécurité. Voilà 19 enfants en 2022 qui viennent de perdre la vie. Les parents, vous voyez quelle douleur les parents peuvent ressentir présentement? La douleur n'a pas de prix. La douleur ressentie à la perte d'un enfant, il n'y a rien qui peut apaiser cette douleur-là.
Il n'y a rien. La vie est détruite. La vie de ses parents, des grands-parents, des frères, des autres élèves, des professeurs, leur vie est détruite à jamais parce que c'est un stress post-traumatique qui va les accompagner toute leur vie. Toute leur vie. Toute leur vie. Et on a un président qui dit qu'il est fort et il est incapable de prendre des mesures. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Comment est-ce que cette situation pourrait être réglée? Qu'est-ce que vous suggérez à un président qui se dit fort et qui, dans le fond, n'est rien? Il n'a pas de pouvoir dans son propre pays. Il n'a pas de pouvoir. Si tu as le pouvoir, pourquoi tu ne prends pas des mesures? Si tu as le pouvoir, pourquoi tu ne mets pas des règlements qui vont... pourquoi vous ne faites pas voter des lois? Mais quand il faut aller dans d'autres pays, les massacrer, oh oui, oui, la force est là, hein. On est fort, on se fait passer pour le fort parce qu'on veut faire grossir son économie, on veut faire prospérer son économie, on fait semblant d'aller dans ces pays-là pour sauver le marché au nom de la démocratie. La démocratie aux États-Unis, où est-elle la démocratie aux États-Unis? Donc, il faut d'abord commencer par soi, commencer par gérer ses propres problèmes avant de commencer à faire l'ingérence dans d'autres pays. Moi, c'est mon message aujourd'hui au président américain Joe Biden. Joe Biden, où es-tu? Joe Biden, es-tu à la bonne place? Joe Biden, qu'est-ce que tu fais pour ta population? Joe Biden, comment tu vas faire pour apaiser la douleur des parents qui viennent de perdre leurs enfants dans cette tuerie qui ne devrait plus exister en 2022? Joe Biden, qu'est-ce que vous êtes comme président? Qu'est-ce que vous êtes capable de faire pour que les armes à feu soient contrôlées aux États-Unis dans votre pays? Et une fois que vous aurez répondu à cette question, là vous pourrez dire, maintenant je suis assez fort pour aller m'ingérer dans les problèmes internes des autres pays. Alors c'est vraiment ça aujourd'hui, mon cri de cœur, parce que c'est un cri de cœur aujourd'hui face à ce massacre des enfants, hein, dans le Texas, aux États-Unis. Alors faites-moi des commentaires, vraiment ne restez pas indifférents lorsqu'un malheur survient dans un pays, quel que soit le pays, quelle que soit la couleur de la population, ça nous affecte tous. Même là où vous êtes, vous ne pouvez jamais être sûr, quand vous allez laisser votre enfant à l'école, vous ne pouvez jamais être sûr de ce qui peut arriver. Ce qui est arrivé aux États-Unis, ça peut arriver partout. Ça peut arriver dans n'importe quel pays. Ça peut arriver n'importe où. Vous comprenez? Rien ne nous garantit de rien sur cette terre. Rien. Chaque jour, c'est comme si c'était la dernière journée. C'est vraiment ça que je comprends. Et vous pouvez vous rendre compte, vous allez laisser votre enfant à l'école en disant, bye mon chéri, on se retrouve à 17h, je viens te chercher. À 17h, on t'appelle d'abord on t'appelle à ton travail vers 15h pour te dire... est-ce que tu peux te rendre à l'école de ton enfant? On te dit rien, hein? On te dit seulement, est-ce que tu peux te rendre à l'école de ton enfant? Si tu n'as pas écouté des nouvelles, tu te rends à l'école, tu te rends compte que tu ne peux pas accéder à l'école parce que tu trouves la police partout, parce que l'école est barricadée. Et là, tu vois les autres parents qui sont en pleurs. Et tu peux t'imaginer que si tu n'es pas fort, c'est la crise cardiaque qui va t'attraper. C'est la crise cardiaque assurée. Tu arrives là, les enfants qui ont été rescapés, parce qu'il y a des enfants qui se sont jetés par la fenêtre, qui ont réussi à s'enfuir, qui sont allés dans les buildings à côté, ils ont réussi à s'enfuir. Alors, tu ne sais pas si ton enfant est parmi les 19. Parce que dans cette école, quand même, il y avait plus de 500 élèves. Donc, tu ne sais pas si ton enfant était parmi les 19 enfants. Et tu restes dans l'angoisse. Tu te demandes, qu'est-ce qui se passe? C'est sûr, entre-temps, les parents te disent un peu ce qui s'est passé, mais toi, tu es là, avec la peine, la douleur. Tu ne sais pas ce qui se passe. Tu te dis, est-ce que mon enfant est sauvé? Est-ce que mon enfant est dans les 19? Seigneur, qu'est-ce que je fais? L'angoisse qui te serre le cœur. Et en plus de ça, il fallait maintenant, il fallait maintenant prouver par l'ADN, hein, parce que les enfants qui étaient décédés sur place, les parents qui venaient, il fallait maintenant qu'on fasse des prélèvements sur les parents pour vérifier donc avec le corps des enfants, lequel parent correspond auquel enfant mort par terre. Donc c'est une double peine là. Vous comprenez? On doit prélever, quand on vient déjà te prélever ton ADN, tu te dis déjà, c'est sûr qu'il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. C'est tellement destructeur, dévastateur cet événement que ça vient nous chercher comme parents, comme grands-parents. Ok? Donc, vraiment,
soyons de tout cœur avec eux et faites-moi des commentaires. Comment vous vous sentirez? Comment vous vous sentez face à cet événement? Comment vous réagirez à une situation comme ça? Vous venez de laisser votre enfant à l'école. On vient vous appeler pour vous dire votre enfant, il y a eu tuerie dans l'école de votre enfant. Dites-moi le sentiment qui va vous animer quand on vient vous annoncer cette nouvelle. Dites-moi ce qui se passe dans votre tête. J'ai besoin de savoir. Parce que moi, je suis dévastée. Je suis vraiment dévastée avec cette histoire. Alors, ben voilà, j'espère que ça va vous permettre de réfléchir et surtout de vous dire que chaque fois que vous allez laisser votre enfant à l'école, embrassez votre enfant, serrez votre enfant dans vos bras, ok? Et dites à votre enfant, je t'aime. Parce que tu ne sais jamais. N'allez jamais laisser votre enfant à l'école en le grondant. Il ne faut jamais vous séparer avec votre enfant sous un signe de colère. Jamais. Jamais et jamais. Prenez cette histoire pour vous dire, ça m'a permis de comprendre que chaque instant que vous passez ensemble, chaque instant que nous passons ensemble avec nos enfants, ça va être des moments précieux. Et ne jamais vous quitter sur un signe de colère. Ok? Alors, ciao. À la prochaine.